bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse qui se consacre à l'Union africaine cette semaine, à l'heure où le 27e sommet de l'organisation a débuté ce 10 juillet à Kigali, au Rwanda. Et le dossier du jour s'intéressera globalement aux investissements étrangers sur le continent africain. Et au sommaire également de cette émission, l'opposant Étienne Tshisekedi a annoncé son retour en République démocratique du Congo. Un retour très attendu et qui coïncide avec un meeting de l'opposition prévu à la fin de ce mois de juillet. Et puis au Mali, une manifestation à Gao dans le nord contre la mise en place des autorités intérimaires dans le cadre de l'accord de paix d'Alger a fait plusieurs victimes. Ils sont avec nous pour en parler autour de ce plateau. Notre invité tout d'abord est délégué du JICAM en France. Il s'agit de Jean-Marie Talley. Monsieur Talley, bienvenue parmi nous. Merci. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Jean-François Akanji-Kambé. Jean-François, ravi de vous accueillir. Bonsoir Amira, ravi de vous retrouver aussi. Et Malik Hacher. Malik, c'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. Merci Amira, bonsoir. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, Étienne Tshisekedi, a annoncé son retour très prochain en République démocratique du Congo en vue du meeting de l'opposition prévu ce 31 juillet. Un retour très attendu alors que le dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila fait toujours autant polémique dans le pays. C'est un sujet qui nous a été préparé par Gladys Wamba. L'opposant Étienne Tshisekedi, bientôt de retour en République démocratique du Congo. Le président de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, a annoncé son retour à Kinshasa pour le 27 juillet 2016, soit quelques jours avant le meeting de l'opposition prévu le 31 juillet 2016. Il est confirmé que M. Étienne Tshisekedi rentre au pays le mercredi 27 juillet 2016. Je sens cette grande mobilisation, que ce soit au niveau du parti, comme d'ailleurs au niveau de l'ensemble du parti de l'opposition. Tout le monde va se mobiliser pour lui réserver un accueil vraiment digne de son rang. Ce que tout le monde a vu à cheval à Bruxelles, tous les partis de l'opposition, tous les leaders politiques se rangent derrière lui. Et Étienne Tshisekedi, de manière unanime, c'est le chef de l'opposition actuellement. Les ténors de l'opposition congolaise étaient réunis à Jean-Val, en Belgique, en juin 2016, autour d'Étienne Tshisekedi, également président du comité des sages du Rassemblement des forces politiques et sociales congolaises. Un conclave dans lequel l'opposition avait réitéré le refus du dialogue convoqué par le président Joseph Kabila et avait insisté sur le respect des délais constitutionnels. L'arrivée du président Étienne Tshisekedi, qui est le président du Conseil des sages du Rassemblement, c'est réellement un événement attendu au niveau de toute la République démocratique du Congo. Parce que le meeting proclamé du 31 juillet 2016, c'est un meeting de tous les espoirs parce que c'est le moment où le rassemblement va donner le message d'espoir, le message de la vie, le message de la confirmation de la démocratie dans notre pays pour confirmer la volonté de notre peuple de respecter la Constitution et d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et nous sommes tous mobilisés ici, sur place. Nous sommes en train de tenir des réunions pour réellement bien préparer ce meeting, afin que notre peuple puisse jouir de sa démocratie. Le retour d'Étienne Tshisekedi, individuellement plus favorable au dialogue que les autres opposants, coïncide avec la période évoquée par le facilitateur désigné par l'Union africaine, Edem Kodjo, et par la majorité. Une rencontre souhaitée en vue du dialogue politique convoqué par le président Joseph Kabila, à qui la Constitution interdit de se représenter pour un troisième mandat. Jean-François, un retour d'Étienne Tshisekedi qui pourrait coïncider avec celui de Moïse Katumbi. Est-ce que le pouvoir congolais a du souci à se faire ? Le pouvoir congolais, je ne sais pas dans quelle mesure ce pouvoir n'a pas pris la mesure de l'événement et notamment s'est organisé du point de vue de la sécurité et du quadrillage de l'ensemble du pays. Mais ce qui est plutôt inquiétant, c'est pour les Congolais. C'est pour les Congolais parce que nous sommes aujourd'hui, cet événement du 27, le retour de Tshisekedi, marque
une sorte de paradoxe. L'unité, une forme d'unification, de réunification de l'opposition congolaise. En tout cas, les grands ténors congolais sont autour de lui. Et c'est aussi la mise en œuvre très concrète d'une réunion de l'opposition qui s'est tenue pas très loin d'ici, en Belgique. Il y a eu un rassemblement dans une ambiance qui, si la situation n'était pas aussi grave, on aurait pu le comparer à Indépendance Tchatcha, se retrouve toujours en Belgique pour décider du sort du Congo. Et puis de l'autre côté, il y a un blocage. Il y a un blocage. Je ne vois pas comment, même cette manifestation-là, réussira à faire revenir le président Kabila à de meilleurs sentiments, et notamment à des sentiments de dialogue, dans le respect des délais constitutionnels, etc. Donc, quand je dis que je m'inquiète plutôt pour les Congolais, c'est parce que ce type de blocage ne peut déboucher que sur un affrontement. La tension est en train de monter, espérons qu'on n'en arrivera pas là, mais les conditions qui sont posées, y compris par l'opposition, pousse à cela. Notamment, j'ai entendu que l'opposition demandait que les États-Unis reviennent aussi dans le groupe de contact pour les négociations. Et on sait l'opposition et le rapport extrêmement tendu du président Kabila avec les États-Unis. Situation bloquée. Situation bloquée. Malik, comme l'a dit Jean-François, il y a quand même un dialogue national qui a été convoqué par le président, un dialogue national auquel plusieurs personnes de l'opposition ne veulent pas participer. Justement, Étienne Tshisekedi est présenté comme celui qui serait le plus favorable à ces pourparlers. Est-ce qu'il serait capable de convaincre les autres figures de l'opposition de s'asseoir à la table? Écoutez, Amira, très sincèrement, je ne comprends pas pourquoi on instaure un dialogue. On est dans une phase d'élection présidentielle. Discuter sur quoi? Le pouvoir a cette force de ne rien dire, de ne pas communiquer. Il maîtrise le temps, il maîtrise son calendrier. Et les opposants, eux, n'arrivent pas justement à inverser cette tendance. S'il y a dialogue, il faudrait savoir sur quels éléments. Si c'est pour un report de l'élection présidentielle, allons-y, il faut le dire. Pour l'instant, cette question reste toujours en suspens. Et c'est ce qui, d'ailleurs, ravive les tensions, parce que c'est le flou total autour de cette prochaine élection présidentielle. Et c'est le point focal, il faut dire, de ce qui sera peut-être le dialogue entre la présidence et l'opposition. Bien sûr, peut-être que M. Tshisekedi, qui est quand même âgé, qui a une expérience de la politique, pourra peut-être amener des solutions. Mais je vois très mal cette opposition, aller au dialogue, essayer de trouver des solutions. Je pense qu'on est obligé, on a l'impression dans certains pays africains qu'on est obligé de passer par de la négociation, du dialogue pour tenir une élection qui devrait normalement se tenir comme dans tous les pays démocratiques et responsables. Donc nous verrons bien, mais effectivement, j'avais ce pressentiment comme Jean-François, il y a toujours de la tension, nous verrons bien parce qu'il y a quand même cette démonstration de force qui aura lieu le 31 juillet. Comme vous le savez, il y a un meeting de l'opposition. Nous verrons aussi la réaction des autorités. Moi, j'ai peur qu'il y ait des dérapages parce que le pouvoir est quand même, je dirais, peu ouvert et autocentré sur lui-même. Il n'a pas cette ouverture au dialogue. Donc nous verrons bien les derniers événements qui vont arriver dans ce pays. Et je pense que vraiment ce mois de juillet, la fin de juillet va être très décisive pour le pays. Oui, Monsieur Talley, un 31 juillet, grand meeting de l'opposition avec en chef de file Moïse Katumbi et Étienne Tshisekedi. Est-ce qu'on peut avoir peur de débordement? Est-ce qu'on peut craindre que le pouvoir congolais utilise la force pour réprimer ce mouvement social? Alors, je dirais plutôt, en partageant entièrement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est quand même inquiétant, mais surtout inquiétant pour la population et pour le peuple. Mais ça démontre là la faiblesse de nos institutions, de la plupart de nos institutions, et surtout le non-respect de nos institutions. Maintenant, il vient de Bruxelles, et il n'est pas seul à venir de Bruxelles. Il y a la réunion qui s'est tenue à Bruxelles, d'autres étaient invités, d'autres n'étaient pas invités. Ce qui fait qu'en partant déjà, c'était déjà boiteux à la base. Donc, il revient avec qui? Ils sont combien? Parce qu'on nous présente les deux. Est-ce que c'est largement suffisant? Maintenant, ceux qui sont en place sont dans une posture pratiquement d'attente, de confrontation, parce qu'ils ne veulent pas que les choses soient faites dans les normes. Et donc ça pose des sérieux soucis. À partir de là, j'espère, bon, il a un certain âge qui est tout à fait respectable, vu de l'Afrique, donc je dirais plutôt qu'il est préférable, en espérant qu'il vienne fabriquer une certaine transition pour que les plus jeunes prennent le pouvoir et que ça aille plus vite. Parce que le monde va très vite, il est question de vitesse aujourd'hui. Malheureusement, je ne pense pas que vu son état ou son âge tout à fait respectable et honorable, il puisse être à la vitesse du monde qui va très vite aujourd'hui.
Organisée par les mouvements de résistance civile et quelques associations de la société civile, la manifestation de ce mardi 12 juillet à Gao, dans le nord du Mali, a fait plusieurs victimes. Malheureusement, les protestataires dénonçaient la mise en place des autorités intérimaires et la non-implication des mouvements de résistance dans le processus de cantonnement et de réinsertion. C'est un sujet qui nous a été préparé par notre journaliste Deo Gracias Cuedo. La situation demeure tendue à Gao, dans le nord du Mali. Malgré l'interdiction et les violences de la veille, les manifestants ont annoncé un nouveau round de mobilisation ce mercredi 13 juillet 2016. Ils dénoncent toujours la création d'autorités intérimaires dans ces régions, comme le prévoit une disposition de l'accord signé en mai 2015 entre les autorités de Bamako et les principaux leaders des groupes armés. Il y a un an, un consensus avait été trouvé sur la création d'autorités intérimaires dans les 5 régions administratives du nord du pays, en remplacement des collectivités territoriales. Une décision désapprouvée par ces dernières. Bilan des affrontements de mardi, au moins 3 personnes tuées selon des sources médicales. En réalité, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le nord du Mali, les populations s'approprient aujourd'hui de leur propre sécurité. Parce que l'État a failli ses missions régaliennes en matière de gouvernance sécuritaire. Donc nous allons dans une situation, malheureusement, de cohabitation entre 2 forces parallèles qui sont engagées dans un conflit armé qui date quasiment de près de 6 ans, 7 ans. Et le deuxième problème, c'est la question notamment de la gouvernance économique et la question de la corruption. Tous ces éléments que je vois en Gao ne sont que la conséquence en réalité de l'inefficacité de l'État constatée depuis les accords d'Alger. Au vu de la tension, le gouvernement malien de son côté multiplie les appels au calme. Bamako promet une enquête indépendante et surtout l'envoi d'une délégation de haut niveau pour tenter de trouver des solutions. Mais d'ici là, les protestataires maintiennent leur détermination. Ils exigent désormais le départ du gouverneur, du chef de la police de Gao et du chef de la garde nationale qu'ils tiennent pour responsables des victimes des violences. Les populations refusent parce qu'en réalité, ce sont les populations qui sont les premières victimes aujourd'hui. Cette crise notamment de 2012 a créé une crise humanitaire. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le nombre de réfugiés maliens, on a plus de près de 2 millions de réfugiés hors du Mali. Et les populations qui sont directement touchées par cette situation de crise humanitaire sont les populations du Nord. Et on se rend compte que l'État ne bouge pas. Permettez-moi le terme en parenthèse, l'État n'avance pas dans la résolution de cette crise aujourd'hui. L'heure semble aux négociations. Mardi, une délégation de représentants de la société civile a tenté une médiation entre les manifestants et les autorités pour trouver un terrain d'entente. Beaucoup veulent éviter un nouveau climat d'instabilité dans les régions du nord du Mali. Malik, accord d'Alger, accord d'Anefis, on se dirige manifestement aujourd'hui vers de nouvelles négociations sous l'égide du médiateur nigérien. On multiplie les pourparlers, mais est-ce qu'on a vraiment identifié le problème? Est-ce que le pouvoir malien a les moyens de réagir? Difficile. Quand on voit la situation qui prévaut dans le nord Mali, on a l'impression qu'on a un État malien qui a du mal justement à gérer la situation sécuritaire et à gérer la transition, je dirais, ou du moins le renforcement des institutions. Je ne sais pas si, en tout cas, il est bon qu'un pays voisin comme le Niger, qui est frontalier du Mali, s'initie ou apporte son aide au Mali. Il faut le voir comme ça. Je ne pense pas qu'il faut voir cela comme de l'ingérence étrangère, malveillante. Il faut voir toutes les dispositions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'accord d'Alger, pour l'instant, a du mal à être appliqué, que ça pose un certain nombre de problèmes. Mais ce n'est pas... Je veux être peut-être un peu plus précis. Je ne pense pas que ce soit l'accord d'Alger en lui-même qui pose ces problèmes-là de violence au nord Mali. Je pense qu'il y a une autre lecture qu'il faut avoir. Il y a eu une nomination de gouverneur qui est censé être trop proche du haut conseil de l'Union de l'Azawad. Et donc, c'est ce qui a probablement irrité une partie de la population. Et c'est là le problème. Quand on voit la diversité de la population du Nord Mali, il est difficile de nommer une personne qui fasse unanimité au sein de la population. C'est très difficile. Nous sommes dans un processus qui est particulièrement long et qui est assez délicat. Est-ce qu'il serait possible d'organiser localement des élections qui permettraient de faire ressortir une personnalité qui est l'assise populaire et, je dirais, les prérogatives et le soutien de la population pour faire régner la sécurité, je dirais la sécurité au sein de ces régions? Très difficile. Je pense qu'il faudra attendre cette médiation du Niger. Nous verrons bien ce que ça donnera. Mais très sincèrement, je ne pense pas qu'on est là dans des velléités qui sont beaucoup compliquées, politiques. Ça n'a pas forcément pour moi un lien direct avec l'application des accords d'Alger.
Jean-Marie, donc une situation très complexe. Jean-Marie, voilà, je pense à Jean-Marie Bitomo, j'ai un Jean-Marie à ma gauche, ça m'a complètement... Ce n'est pas grave. Tous les deux, d'ailleurs, ce sont des frères, je prendrai bien leur place. Mais bon, je vais vous donner votre vrai prénom, Jean-François. Est-ce que le pouvoir malien vous paraît assez réactif ? Le pouvoir malien réagit dans un contexte, réagit assez rationnellement, dans un contexte qui n'est pas rationnel de mon point de vue. Et j'en reviens un peu à la première question que vous avez posée à Malik. Est-ce qu'on a identifié le problème? Mais oui, partout, au Mali comme à l'extérieur du Mali, on sait où est le problème. Nous avons un État qui est faible, qui a une armée qui n'a pratiquement pas d'armée. Nous avons quelques groupes armés qui se sont levés, qui avaient des revendications d'autonomie depuis fort longtemps qu'on connaît, qui ne représentent pas grand-chose. Et c'est ça le problème. Ils ne représentent pas grand-chose dans le nord Mali. On est allé à Alger, on a négocié avec eux en faisant semblant qu'ils représentaient l'ensemble du nord du Mali. Or non, à l'intérieur du nord du Mali, il y a d'autres forces, et qui sont des forces civiles. Et cet accord, maintenant, dans son application, il y a problème. Il y a problème parce que, comme on le voit là, il y a une partie du Nord qui se lève. Qu'est-ce qui s'est passé pour nos téléspectateurs? On se souvient qu'il y a eu une loi pour appliquer l'accord l'accord d'Alger, et cette loi était la loi qui mettait en place ces autorités intérimaires. Et d'ailleurs, toute l'opposition à cette époque-là, toute l'opposition politique s'était levée vent debout contre cette loi en disant qu'elle était inconstitutionnelle. On avait déjà là un premier signe d'une fracture au sein de la population du Mali, d'autant plus que la loi est potentiellement, cette mise en place-là, fait courir un risque de fracture du pays dans son ensemble. On va vers l'autonomisation, on va vers la régionalisation qui était revendiquée par l'Azawad, qui est inscrit dans l'accord d'Alger, au préambule de l'accord d'Alger, sous la forme de la reconnaissance de l'Azawad comme composante culturelle du peuple malien. On connaît le problème, on contourne le problème, et on finit par installer un kyste dans ce pays qui va conduire à quoi? À une fracture et à la séparation du pays. Et on y assiste tous impuissants. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On met tout de suite.